Et pour cette émission Débattons-en, nous recevons le maire de Perpignan, Louis Alliot, maire du Rassemblement national et vice-président du parti aussi, si je ne m'abuse, entre autres qualités. Louis Alliot, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, là, les municipales arrivent dans quelques mois. Première question, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Est-ce que vous vous considérez toujours comme un maire ou aussi comme un candidat? Écoutez, c'est un peu les deux en même temps, mais on est toujours maire parce que les habitants sont très loin des élections municipales. Et je dois dire que l'agitation autour du gouvernement depuis hier et aujourd'hui, là, de la manière dont les matinales commencent, eh bien, vont encore plus inquiéter les gens. Donc, le rôle de maire est plutôt, dans ces cas-là, j'allais dire, une évidence pour tous. Et alors, justement, qu'est-ce que... peut-être un mot justement si jamais ça vous intéresse, mais un petit mot justement sur cette séquence un petit peu ahurissante qu'on a eue hier avec la participation des LR qui s'offusquent de leur propre participation au gouvernement. Si vous prenez un petit peu votre casquette peut-être nationale ou même que vous en parlez avec les Perpignanais, honnêtement, comment vous analysez ça pour le moment? Écoutez, on avait dit c'est la rupture ou la censure. Alors, on voit bien que c'est pas la rupture et que peut-être même il y aura même pas de censure parce que le gouvernement va tomber avant même d'avoir commencé son travail. Donc je pense qu'il reste deux solutions à M. Macron car c'est lui le responsable. C'est la dissolution ou la démission. Mais là, on rentre dans une crise de régime où tout est bloqué dans une situation économique difficile. Et donc, je pense que maintenant, il faut faire pression pour que le président, clairement, dise les choses et soit démissionne, soit prononce la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour vous, alors Sébastien Lecornu a nommé un gouvernement qui certes reprend exactement toutes les mêmes têtes qu'on a déjà connues dans d'autres ministères par le passé, mais d'un autre côté, on ne connaît pas encore vraiment son projet du budget. Est-ce que pour vous, ce budget peut être bon d'une façon ou d'une autre, ou déjà vous vous dites que dans tous les cas, Lecornu y passera? Écoutez, vu le ministre Lescure à l'économie, ça n'ira pas très loin. Et quand on voit Bruno Le Maire à la Défense et M. Retailleau qui, depuis hier soir, dit que manifestement, ils vont quitter le gouvernement, il n'y a absolument aucune majorité, aucune politique, et on est dans l'impasse. Or, pour un pays comme le nôtre, être dans une impasse politique, c'est perdre un temps fou et perdre beaucoup d'argent. Donc la Donc il censure faut est inévitable. oui, mais encore, on n'est pas sûr que le Premier ministre ne démissionne pas lui-même ce matin pour dire je suis dans l'impossibilité de former un gouvernement. Donc on est vraiment, et on ne l'a pas connu depuis longtemps, devant une crise de régime dont l'auteur est le président de la République lui-même. Donc on va voir un peu quelle va être sa réaction. Alors, effectivement, on va voir comment ça réagira, mais on va pas faire trop de prospective, peut-être, Louis Alliot. En revanche, ce qui est certain, c'est que je le disais il y a quelques instants, mais dans maintenant 5 mois, il y aura des élections en France, des élections municipales. Peut-être sur un point, restons un petit peu sur l'échelon national. Dans le cas où il y aurait une dissolution, est-ce que pour vous ce sera un bon signe qu'il y ait des élections législatives en même temps que les élections municipales, ou alors est-ce que pour vous il faut vraiment séparer le local du national et pas prendre ces élections municipales pour des élections quelque part nationales, enfin les prendre pour les candidats plus que pour les partis? Non, je crois que les électeurs veulent revenir aux urnes pour les élections législatives parce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait une autre politique et un autre gouvernement. Les élections municipales, ce sera au mois de mars. Je pense que la campagne démarrera très tard et que nécessairement elle sera influencée par les thématiques nationales et notamment la sécurité qui restera, je pense, le thème majeur des élections municipales à venir. Donc je pense qu'il faut bien différencier les deux, même si évidemment la situation nationale a une influence sur l'électorat local. Alors, parlons justement de la manière dont les élections municipales se préparent. On voit que déjà, en fait, effectivement, même si il est assez tôt, d'aucuns sont déjà rentrés en campagne. Alors, pour tout vous dire, hier, je voyais des militants LFI en train de tracter sur un marché en me promenant à Paris. Mais au-delà de ça même, on sait que Éric Ciotti, qui est votre allié à Nice, a lancé sa campagne.
Alexandra Masson également, à Menton, Brian Masson aussi à Cagnes-sur-Mer. On voit que ça avance quand même de plus en plus vite. Concrètement, quel est le projet du Rassemblement national? Quelle est l'ambition en fait du Rassemblement national et de ses alliés durant ces élections municipales? Parce que là, certes, la campagne commence, le dur de la campagne commencera sans doute en janvier-février, mais certaines personnes n'ont pas attendu aussi longtemps pour se présenter. C'est vrai, elles sont en conquête de ville, alors que dans ma position, je suis le maire sortant, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'ambition, c'est de conquérir un maximum de villes avec nos alliés de l'UDR. Et c'est vrai que je crois à ce jour, nous avons plus de 500 candidats investis partout en France et on continue à investir des listes, sans compter toutes celles qui existeront avec notre soutien, mais sans l'étiquette RN ou sans l'étiquette UDR, parce que ça existe aussi. Donc, ces municipales, effectivement, pour beaucoup de candidats, elles ont démarré ou elles démarrent, mais évidemment, elles seront parasitées par, comme on le disait à l'instant, les élections nationales. Mais en ce qui concerne le Rassemblement national, c'est avoir des listes au maximum de villes partout en France, et deux, évidemment, gagner beaucoup de villes, et notamment des villes emblématiques, Nice, Menton, Cagnes-sur-Mer, mais pas seulement. Marseille, aujourd'hui, avec notre ami Franck Alizio, qui a... Peut-être un commentaire effectivement sur le ralliement de Stéphane Ravier qui était jusqu'ici indépendant et qu'on sait attaché à sa ville, qui était même crédité de 15% d'intention de vote, ce qui n'est pas non plus négligeable, qui est inférieur à ce qu'avait Franck Alizio, mais pas non plus négligeable dans l'élection. Comment est-ce que vous voyez déjà ce premier ralliement, on va dire symbolique, mais pas seulement d'ailleurs, dans cette élection? Parce qu'il sait très bien que dans une élection comme la municipale et à Marseille, parasiter des listes, j'allais dire, amies, ou en tout cas proches, c'est signer un chèque au Parti socialiste ou au LR. Or, ce que nous voulons, nous, c'est gagner des villes sur nos idées. Et c'est vrai que Stéphane Ravier a fait cet effort-là et que Franck Alizio a su, j'allais dire, constituer les bases de ce rassemblement. Mais je pense à Toulon, je pense à Carcassonne, je pense à Narbonne, il y a beaucoup d'autres villes sur le littoral méditerranéen qui auront des listes RN, et partout en France, ce sera la même chose. Et Donc, y compris à c'est des Béziers? villes moyennes, ce sont des villes moyennes, mais des villes importantes. Y compris à Béziers? Écoutez, à Béziers, on n'a pas encore pris la décision. Il faut dire que monsieur Ménard, que je connais bien, a eu, il faut bien le dire, des propos désobligeants à l'égard de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'il est un électron libre, un indépendant, mais il est maire de sa ville, il va se présenter pour un troisième mandat. Et très honnêtement, rien n'est décidé. Et on est en train aujourd'hui d'étudier la question par rapport à ce qu'il représente et à ce que nous voulons nous-mêmes à Béziers. Alors, bon, on se réservera la surprise alors pour les semaines à venir. Louis Alliot, vous faites partie, parce qu'il faut être honnête, hein, les élections de 2020, il n'y a pas eu beaucoup de mairies Rassemblement National qui ont émergé en France, mais vous êtes quand même le maire avec la plus... Enfin, vous êtes le membre du Rassemblement National qui est à la tête de la plus importante ville, donc forcément, votre élection elle-même sera assez symbolique, et contrairement donc à tous les candidats dont on a pu parler jusqu'à présent, vous allez avoir un bilan à défendre. Alors, on va dire que je me suis un petit peu renseigné pour voir ce que la presse disait de vous. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas unanime non plus. C'est-à-dire que d'un côté, d'aucuns ont loué votre bilan en matière de sécurité. Ça, pour le coup, on a l'impression que ça fait plutôt consensus. En revanche, il y a des chiffres qu'on a pu trouver quand même, qui sont alors, on parle beaucoup du budget ces temps-ci. On parle d'une hausse de 24% des impôts locaux dans votre ville de Perpignan et une hausse de 16% des dépenses de fonctionnement. Et j'ajoute qu'apparemment, eh bien, la dette de votre ville est de 1650 € par habitant, pour environ 1080 € pour les villes de cette taille en moyenne. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre justement à ces accusations que réalisent ces médias locaux contre vous, au-delà de l'aspect idéologique, juste d'abord répondre simplement sur les chiffres? D'abord, écoutez, les médias locaux, c'est le groupe La Dépêche du Midi et Jean-Michel Baillet, c'est la famille Baillet,
qui nous fait une guerre maintenant depuis 6 ans, et je n'attends rien de ce que racontent ces journaux locaux qui sont systématiquement Mais à charge. est-ce que ces chiffres-là que j'ai cités sont vrais? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons voté aucune hausse d'impôts, mais que les bases qui, elles, sont décidées par l'État et tous les gouvernements, y compris les derniers gouvernements, eux, ont augmenté les bases, d'où mécaniquement une augmentation des impôts. Mais en revanche, nous avons baissé notamment les charges de personnel, puisque sur les départs à la retraite, nous ne remplaçons que 1 sur 2, et nous sommes aussi l'une des villes les plus pauvres de France. Donc nous héritons d'un endettement très important des maires de droite passés, et le ratio d'endettement est plutôt bon. Donc le chiffre de la dette par habitant est sûrement bon, celui que vous donnez, mais le ratio, lui, ne l'est pas, parce que nous sommes en dessous des 6 ans de remboursement de la dette, alors que normalement la norme conseillée, c'est jusqu'à 12 ans, donc nous sommes très en deçà pour le temps de remboursement de la dette. Mais nous sommes aussi, je vous le disais tout à l'heure, un quartier avec 9 quartiers prioritaires de la ville, avec un taux de pauvreté extrêmement haut et moins de 40% des habitants qui paient l'impôt, ce qui vous donne un peu la nature de la sociologie de la ville. Juste un Donc, élément sur ce que vous avez dit pour l'instant. Vous avez dit que vous baissiez justement le nombre d'employés dans la ville, mais encore une fois, le chiffre qui est donné, je vous avoue que évidemment, j'ai pas pu moi-même produire une statistique différente, mais c'est 16% de dépenses de fonctionnement supplémentaires. oui, parce que l'État augmente les retraites des fonctionnaires, augmente les taux, enfin les salaires eux-mêmes, la base des salaires eux-mêmes, et que mécaniquement, il faut en tenir compte dans la masse salariale. Donc nous compensons par le non-renouvellement de fonctionnaires, et ça, c'est dans la réorganisation de la ville, mais effectivement, nous sommes tributaires notamment des décisions qui sont prises par le gouvernement, et c'est pour nous, par exemple, à peu près 14 millions d'euros de dettes contraintes par les décisions de l'État. Et par exemple, en ce qui concerne l'énergie, nous sommes passés de presque 2 millions d'euros à plus de 4 millions d'euros en matière d'énergie. C'est vous dire si les fonctionnements progressent, mais il n'est pas dû aux décisions que je prends en tant que maire, mais à des contraintes liées à l'extérieur et notamment aux décisions de l'État. Alors on a l'impression que vous êtes en conflit avec, enfin en fait en conflit avec l'État à ce niveau-là. Est-ce que, enfin on a l'impression que le maire aujourd'hui, le problème qu'il a de manière générale, c'est que il n'a pas tant de pouvoir que ça. Et pourtant, en fait, il doit quand même réussir à mener une politique qui est, on va dire, distincte, vous l'avez dit, de celle qu'opère l'État, en fait, concrète sur le terrain. Est-ce que, selon vous, déjà, et est-ce que c'est dans le programme du Rassemblement national aussi, d'augmenter les pouvoirs des maires? Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous manque comme pouvoir, justement, pour vous opposer à, justement, par exemple, typiquement cette hausse du budget, mais peut-être aussi sur d'autres domaines? Ben, le problème, c'est la fonction publique territoriale. Les décisions sont gouvernementales et parlementaires, pour le coup. Donc, quant à le budget, ils décident d'augmenter les salaires des fonctionnaires territoriaux. Eh bien, les maires sont obligés de l'appliquer. Donc, ça, j'allais dire, c'est même pas de la responsabilité des maires. Pour l'énergie, l'intervention en Ukraine et le pacte européen de l'énergie qui nous conduit au désastre a aussi des répercussions localement sur la gestion municipale. Mais ça, je ne peux pas le maîtriser. Et même si on avait le pouvoir de le faire, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Simplement, il y a des décisions qui sont prises. Les écoles, quand on dédouble des classes, c'est au maire, matériellement, à dédoubler ces classes. Et ça a des coûts supplémentaires. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de mesures prises à l'échelon supérieur, mais ça, les maires jamais n'auront la main sur ces choses-là. Et j'allais presque vous dire, il vaut mieux, c'est au gouvernement d'être, j'allais dire, raisonnable et d'avoir une politique qui tient compte des paramètres des collectivités locales. Mais Et alors, c'est pareil pour la sécurité. Par exemple, j'ai 40 policiers municipaux de plus depuis que je suis maire. Pourquoi j'ai 40 policiers municipaux de plus jour et nuit? Mais parce que la police d'État, la police nationale, n'a pas les moyens qui lui sont donnés par le ministère de l'Intérieur pour assumer sa mission dans les meilleures conditions. Et là, pour le coup, les maires pallient la carence de l'État parce que l'État est en faillite sur beaucoup de domaines, dont sur la sécurité,
et nous prenons la main sur la sécurité avec des prérogatives bien moindres que celles de la police nationale. Et par exemple, en matière de santé publique, c'est les maires aujourd'hui qui vont chercher des médecins pour les installer dans les quartiers, parce que là aussi, c'est un naufrage général et que nos concitoyens n'ont plus accès à la santé pour tous, et c'est bien le problème que nous dénonçons tous les jours. Et on a l'impression que justement vous subissez presque, on sent que c'est presque personnel pour vous, hein, mais vous subissez les conséquences des absences de l'État, des manques de l'État. Concrètement, qu'est-ce que vous avez parlé de vos policiers municipaux, mais qu'est-ce que vous avez réussi à faire justement sur les thématiques de la pauvreté, en fait, sur les thématiques sociales, même les thématiques de lien aussi entre les individus. Le Rassemblement national dit souvent qu'il veut réunir tous les Français. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre échelon aussi? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour justement aller dans ce sens-là? D'abord, contribuer à la sécurité, c'est déjà aider les plus modestes d'entre nous. Parce que l'insécurité, elle touche d'abord les plus modestes dans nos quartiers. Donc déjà, c'est déjà un premier pas. Deuxièmement, nous avons une politique envers la jeunesse qui est une politique dynamique, où on a essayé de remettre du lien dans un certain nombre de quartiers. Alors, c'est des politiques, malheureusement, là aussi, vous allez me dire, mais qui sont liées à la politique, aux politiques nationales, mais on a un peu, j'allais dire, assaini la situation, réorganisé un peu tous les services dédiés, et on vient au soutien, évidemment, pas seulement d'ailleurs des plus jeunes, mais des plus âgés dans le quartier. Et puis, on a évidemment la politique sociale, c'est le CCAS. Notre CCAS, il est tourné vers nos aînés et les plus anciens. Et là, je peux vous dire qu'en matière de portage de repas, de soutien aux personnes âgées les plus fragiles et au soutien d'ailleurs à l'accès médical, eh bien, nous avons, j'allais dire, progressé à peu près dans tous les domaines et dans tous les quartiers. Mais là encore, hein, ça coûte beaucoup d'argent. Les résultats sont très longs à acquérir, mais c'est une direction que nous avons prise et je pense que, évidemment, pour le deuxième mandat, ce sera beaucoup plus simple. Alors, vous êtes aussi, je parlais encore une fois de la presse locale qui, on le voit, est pas tendre quand même avec vous. Là, en l'occurrence, c'était un article comment ça s'appelle, la Semaine du Roussillon, il me semble. C'est oui, c'est ça. C'est un journal Et communiste, ben voilà. celui-là, vous pouvez y aller. Très bien. Et ben, non, en tout cas, ce qui critique chez vous, c'est notamment votre absence de grands projets. On sent que quelque part, il y a une. Est-ce que, enfin, on sent que peut-être que c'est les communistes effectivement, mais en tout cas au moins la gauche au sens large, qui a des envies de grands projets dans les villes. Est-ce que c'est le cas aussi à Perpignan? Est-ce que vous avez de grands projets pour Perpignan, ou est-ce que au contraire vous êtes plutôt dans une politique d'austérité à ce niveau-là? Non, je suis dans une politique d'abord de réparer les dégâts qui ont été causés par d'autres, et c'est la sécurité et la propreté de la ville, la qualité de vie. Ensuite, on a eu évidemment à réparer un certain nombre de domaines, ceux qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, tout ce qui est embellissement de la ville, etc., qui quand même aussi coûte évidemment un certain prix. Mais par exemple, nous avons construit une nouvelle médiathèque, la médiathèque Salvador Dali, qui est un projet très important pour nous au nord de la ville, puisque c'était un manque que nous avions dans ce quartier-là, et qui est un projet évidemment très important. Et puis, nous avons maintenu un certain nombre aussi d'équipements culturels et sportifs au niveau. Nous avons 2 équipes professionnelles de rugby, où il a fallu investir pour les équipements eux-mêmes. Enfin, voilà, tout cela, c'était le premier mandat de réparation. Le deuxième sera un mandat de construction, en sachant quand même que nous avons une belle capacité d'investissement, 50 millions d'euros par an, et que pour l'avenir, et je le développerai d'ailleurs dans ma campagne électorale, eh bien, il y aura un certain nombre de projets qui verront le jour et qui sont déjà d'ailleurs plus ou moins initiés cette année. Il nous reste 2 minutes encore,
Louis Alliot, il y a une dernière problématique dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même la problématique de l'immigration. Vous vivez dans une ville qui est frontalière, alors certes frontalière avec un, ou presque frontalière, certes avec un pays de l'Union européenne, mais on sait que l'immigration illégale passe également, notamment marocaine, passe, mais aussi algérienne, passe également par l'Espagne. C'est pas seulement par l'Italie. Concrètement, dans votre ville, est-ce que vous pouvez agir contre l'immigration? Qu'est-ce qu'un maire peut faire justement à son échelon pour lutter contre ce phénomène? Il peut alerter, il peut s'indigner, il peut, on pourrait dire, il peut s'inquiéter aussi beaucoup, parce que nous sommes évidemment aujourd'hui une plateforme de la distribution de la drogue et beaucoup de clandestins passent par l'Espagne. Et le plus souvent, dans nos rues, nos policiers municipaux, d'ailleurs, arrêtent dans la délinquance beaucoup de jeunes mineurs, paraît-il, isolés, qui Vous, sont vous le avez des plus statistiques souvent. locales sur la quantité d'immigration justement dans les arrestations et dans les crimes et délits à Perpignan? Et non, on n'a pas le droit de le faire, hein, mais quand je regarde un peu les personnes qui sont impliquées dans ce genre de trafic ou de violence, on voit bien souvent des gens originaires d'Algérie ou du Maroc et qui n'ont aucun titre de séjour ou qui sont sous OQTF. Mais ça, évidemment, c'est pareil, hein, c'est au ministère de l'Intérieur de le régler et on voit bien la défaillance qu'il y a au niveau de l'État pour le faire. Les maires, malheureusement, ils sont là pour, j'allais dire, réparer les situations, mais dans ce cas précis, nous n'avons absolument aucun pouvoir. Et même en matière de logement, dans l'attribution d'ailleurs des logements, eh bien, c'est maintenant des organismes HLM qui dépendent de la communauté urbaine qui ont la main et il est, j'allais dire, difficile d'avoir une politique du logement cohérent face, il faut bien le dire, à une situation qui devient de plus en plus catastrophique socialement et sécuritairement. Eh ben, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que il peut y avoir des élections municipales, mais c'est l'échelon national qui prendra les décisions principales. Mais merci beaucoup, Louis Alliot, d'être intervenu chez nous pour parler un petit peu du gouvernement, mais surtout de la gestion de la ville de Perpignan et des perspectives pour ces élections municipales. On espère vous revoir bientôt, voire peut-être passer chez vous, en tout cas, pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci.